toute l'équipe de Par Jupiter. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Boris Loumagne. Un homme toujours en garde à vue à Nice. Il est soupçonné d'avoir été en contact avec l'auteur des faits la veille de l'attentat. 3 morts dans cette église Notre-Dame. Les motivations de l'assaillant, un Tunisien, semblent désormais claires. On sait qu'il a crié Allah Akbar à plusieurs reprises. Un Coran et des couteaux ont été retrouvés dans un sac sur place. Voilà pour l'enquête. Mais l'heure est également au recueillement à Nice et les représentants des différents cultes se sont rendus devant l'église ce matin. Boris Allier. En soutane ou en costume, des fleurs à la main, ils sont venus afficher leur unité. Nous devons coexister ensemble avec une harmonie. Michel Selinotakis est le représentant des orthodoxes. Vous savez, c'est difficile d'accepter que dans une église, celui de la prière, du respect et de la paix, il y a de la violence et de l'agressivité. Une basilique devant laquelle des identitaires ont manifesté hier soir, certains criant « Islam hors d'Europe ». Boubacar Bekri, vice-président du conseil régional du culte musulman. Nous sommes tous des victimes. Je m'incline devant les victimes d'aujourd'hui, mais l'ensemble de la population est pris en otage. Ça ne passera pas. Notre intelligence nous oblige à nous mobiliser pour montrer qu'il y a une cohésion malgré toutes les tentatives pour nous diviser. Et cette violence, Hajer Benaouissi en a été victime. C'était le 14 juillet 2016, blessé avec sa fille sur la promenade des Anglais. Chaque attentat qui s'est passé, à chaque fois ça réactive tout en fait. Ma fille n'a pas dormi hier soir, moi non plus d'ailleurs. C'est vrai qu'on rentre dans une angoisse, mais il ne faut pas, parce qu'ils gagnent du terrain et on les laisse gagner si on a peur. Des Niçois exaspérés par les attaques et qui, malgré le confinement, continuent à marquer une pause en passant devant les lieux du drame. Boris Allier à Nice. La menace terroriste au cœur des préoccupations du gouvernement ces dernières heures. Conseil de défense ce matin annonce à la sortie 3500 gendarmes réservistes vont être rappelés. 120 policiers vont également être envoyés à Nice. Le ministre français des Affaires étrangères appelle lui les ressortissants français vivant à l'étranger à la prudence. Et justement, des milliers de Palestiniens aujourd'hui dans les rues pour exprimer leur colère à l'encontre de la France. Colère contre la republication des caricatures de Mahomet. Manifestation également au Pakistan, au Bangladesh ou encore en Somalie. Vous l'avez sans doute constaté autour de vous, les rues se sont vidées. Premier jour de reconfinement en France. Pour sortir, n'oubliez pas votre attestation. De nombreuses dérogations existent pour aller travailler, pour se rendre chez les commerçants ouverts. Et puis ça aussi, vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup de monde sur les routes hier, dans les gares également. Fabrice est arrivé hier matin à Brest pour passer le confinement en Bretagne. Un choix naturel pour ce serveur parisien qui se retrouve au chômage partiel. Pour moi, il n'y avait pas de doute qu'il fallait être à Brest pour un mois. Vu que je travaille dans la restauration, je ne vais pas travailler pendant un mois et être à Brest plutôt qu'à Paris, c'est évident. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais je préférais prendre les devants et j'ai trouvé un train à 7h du matin et je l'ai pris direct, quoi. Il est passé en 5 minutes, il était passé de 63 € à 145 €, donc j'ai bien fait. La valise était bien remplie et j'ai dû faire ça vraiment rapidement hier soir, donc on verra, mais a priori j'ai tout pris, j'espère. Comment ça va se passer le confinement à Brest alors ? Moi du coup c'est très spécial, je travaille pas, je peux pas télétravailler, forcément je suis dans la restauration. Moi je suis dans l'appartement de mon père, donc ça va être beaucoup de films et beaucoup de séries. Et puis appeler les copains aussi quand même et prendre des nouvelles des gens. Et en espérant que ça dure pas trop longtemps, j'espère juste qu'on pourra tous fêter Noël, mais on est sûr de rien quoi actuellement. Voilà Fabrice, un serveur parisien qui va passer le confinement en Bretagne. Et puis lundi, c'est la rentrée des classes avec une nouveauté, le masque pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, est-ce que c'est une règle réaliste ? Au Japon, le port du masque est obligatoire dès la première année d'école primaire, depuis le printemps, et ça ne pose aucun problème. Reportage sur place, Karine Nishimura. Tous les matins, Tomoki, 8 ans, part seul à l'école à pied à 7h45. Cartable, chapeau, téléphone d'urgence offert par l'arrondissement, petite serviette pour s'essuyer les mains et masque sont les 5 accessoires indispensables. On porte le masque depuis le mois de juin. On a un peu trop chaud, mais quand on joue dans la cour, on a le droit de l'enlever. À l'entrée de l'école, les enfants se désinfectent les mains et passent devant une caméra avec capteur de température pour vérifier qu'ils ont bien un masque et s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre.
Selon un responsable de la section éducation d'une mairie d'arrondissement de Tokyo, le port du masque en primaire rassure les parents et ne suscite pas de débat. Il n'y a aucun problème. Les enfants sont déjà habitués à porter un masque contre la grippe saisonnière. On est souple avec ceux qui rencontrent des problèmes de peau à cause du masque, mais sinon tout le monde le porte. Tous les enfants se plient de bonne grâce à cette règle qui n'est en fait pas obligatoire car la discipline collective suffit. Du côté du corps médical, on souligne que la propagation de ce coronavirus est moindre chez les enfants, mais qu'il est quand même mieux de porter un masque. Le reportage au Japon de Karine Nishimura. Et puis dans l'actualité également, la Turquie et la Grèce frappées par un violent séisme. Au moins 6 morts et 200 blessés côté turc. Bilan provisoire. Des immeubles se sont effondrés à Izmir, la 3e plus grande ville du pays. Des dizaines de personnes ont pu être extraites des décombres. Un mini tsunami a également déferlé sur des villes côtières turques et sur l'île grecque de Samos. Il y aurait 2 morts selon la télévision publique grecque. Le séisme était évalué à 7 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit en mer Égée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a proposé aux 2 pays l'aide de la France. Demain sur France Inter, 1 heure en série. La seule émission de radio entièrement consacrée aux séries télé. Samedi 20h, Xavier Le Herpeur. L'une des séries de la semaine, c'est Possession sur Canal+, un thriller teinté de spirituel et de surnaturel. On a une ressortissante qui a été arrêtée cette nuit. Pour autant, la série aura-t-elle su ensorceler nos chroniqueurs ? Vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez rien. 1 heure en série. À suivre tous les samedis sur France Inter, à partir de 20h. MMA, interruption spéciale. Benoît, toujours pas de scoop. Si, justement, jusqu'au 31 octobre, 20% de réduction pour la souscription d'un contrat MMA dirigeant. Envoyez la pub. MMA. Réduction sur la première cotisation annuelle. Conditions sur MMA.fr. À France Inter, 17h07, c'est l'heure de retrouver Par Jupiter avec Charline Vandenecker. Bonsoir Charline. Bonsoir Boris Loumagne. Et merci pour ces informations. Nous voilà bien informés, on va pouvoir tout détricoter pendant 1 heure. Super, bonne émission. Je vous embrasse, passez un beau week-end. Merci, vous aussi. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. » Oh, dis donc, je sais pas si t'as vu, mais les gens sont déprimés. Ah bah, j'ai vu, tout le pays ressemble au métro parisien. Ils sont flippés aussi. Voilà, c'est le métro parisien, mais qui serait bloqué par un colis suspect, alors. Et mieux vaut être suspect que les ch'culs. Oh non, Thomas, ça c'est nul. Hein. Non, mais c'est Coluche. Ah, oui, alors c'est très bien. Non, mais je suis pas sûre que les jeux de mots, ça leur remonte le moral, tu vois. Tu proposes quoi? Bah, je sais pas, moi, des bonnes nouvelles, de la poilade et surtout un invité très sympa, tu vois. Un invité à côté duquel on voudrait être assis dans le métro. Voilà, un invité qui rassure, un peu comme un doudou, là. Comme Michel Sardou. Voilà, quelqu'un de suffisamment bienveillant pour supporter tes calembours, là. Et bourrer à tatam. Voilà, quelqu'un pour conjurer la dépression. Comme les bières. Quelqu'un de solaire. Comme la crème. Quelqu'un qui ferait monter la température dans le studio. Chauffage. Quelqu'un qui serait comme une éclaircie dans l'émission. Une ampoule. Et qui nous sortirait du métro boulot dodo pour nous mener vers un peu comme météo boulot dodo, tu vois. Ouais. T'as fait un jeu de mots, là? Evelyne Delia. Voilà, bam, ça c'est ça la bonne idée. Oui, mais t'as fait un jeu de mots. Voilà, on va inviter Evelyne, Thomas. L'animatrice de C'est mon choix? Mais non, Evelyne Delia, Thomas. Allez au boulot. D'accord. Et le travail, pas l'arbre. Mais t'as refait un jeu de mots. Bah oui, mais évidemment, il n'y a que comme ça que tu comprends. Oh là là, allez, on y va, au boulot. France Inter et bienvenue à l'Office de répression de la dépression. Et voici la devise: à déconfiner sans stratégie, on reconfine sans gloire. Au sommaire de cette émission, désolé les libraires, vous n'êtes pas utiles à la nation. Les bureaux de tabac restent ouverts, mais pas les librairies. Et résultat, hier soir... Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres, partout, alors... La Niña est de retour. Le phénomène climatique qui refroidit la planète n'empêchera pas 2020 d'être en passe de devenir l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Et la banquise, elle fera un vidéo, là. Ça veut dire que bientôt, les pingouins, ils vont être obligés d'apprendre l'espagnol. Avec les reconfinements un peu partout, les stars et leur ennuyeux quotidien vont faire leur retour sur les réseaux sociaux. Pour exister, la plupart partagent désormais son intimité, sa vie de famille, sa cuisine, voire ses toilettes. Une fois arrivé là, peut-on encore parler de stars ? Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. Donc, si vous voulez, c'est moi, l'élite.
Et oui, c'est bien lui mon binôme aujourd'hui, c'est Thomas Croisière. Et je serai accompagné de ceux qui feront la pluie et le beau temps dans le studio de Par Jupiter. Contre un front dépressionnaire, rien ne vaut l'humour de Walidia. Bonjour Wally. Salut Thomas. Vous allez nous parler de quoi ? Oh, de plein de choses réjouissantes, t'inquiète pas. Eh ben, je me réjouis, il ne m'inquiète. Une bise sèche et fraîche qui vient de Suisse soufflera ensuite sur l'émission. Bonjour Christine Gonzalez, où est-ce que le vent nous portera ? Oh, au cimetière. Au cimetière du Père-Lachaise à Paris, voir comment les morts réagissent à la décision gouvernementale de laisser les cimetières ouverts. Alors Albert Camus nous le dit franchement, il a le seum. Je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Eh ben, nous sommes ravis. Un courant d'air chaud envahira ensuite le studio. Bonjour Clara Dupont-Mondo, quel bon vent vous emmène ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Eh bien moi je vous emmène du côté de l'Iran avec une fresque. Une fresque, et puis nous finirons avec un rayon de soleil puisque Frédéric Fromet viendra nous en chanter. Voilà, et voici celle qui provoque l'arrivée d'un anticyclone au-dessus de notre radio. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Eh bien je suis Evelyne Delia. La vraie Evelyne Delia. Thomas Croisière. Par Jupiter. Enfin, vous voilà, Evelyne Delia. Oui, parce que... Oh, ça fait longtemps qu'on essaye. Eh ben voilà, mais il y a eu un premier confinement. Oui. Avec voilà, un rendez-vous qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Parce que c'est un confinement légèrement plus souple. Et donc, il vous a permis de venir. Et c'est le début. Alors voilà. Alors, ça tombe tellement bien que vous soyez là en ce jour où on a tous un gros coup sur la carafe, comme hier d'ailleurs. D'ailleurs, Evelyne Delia, dites-nous si le début de ce confinement va commencer sous un ciel plus ou moins clément. Eh bien, écoutez, le week-end s'annonce pas si mal que ça. Alors, c'est vrai que j'ai vu les cartes ce midi, c'était un petit peu plus pessimiste que celle d'hier. Mais non, en tout cas, les températures seront douces. La douceur, ça va nous faire du bien. Et le soleil, vous savez, c'est souvent pour le sud. Alors, on va dire que l'anticyclone, puisque vous en parliez, va pousser un peu avec ses petits bras musclés. Là, il va essayer de nous faire remonter le soleil un petit peu plus au nord. Il a de temps en temps un petit peu de mal, mais voilà. Et puis, le soleil, c'est aussi dans sa tête. Ah, mais c'est pour ça que tous les gens ont pris leur voiture hier soir de Paris pour descendre vers le sud. Ils avaient vu vos prévisions, je crois que c'est ça. Et oui, attendez, c'est quand même la chef du service météo de TF1, Evelyne Delia, qui est avec nous. Et pour Clara Dupont-Mono, la météo, c'est une religion, Clara. Pour vous aussi, Charline. Ouais. On le confesse, nous sommes toutes les deux très fans de vous. Et en fait, l'idée, on se demandait comment expliquez-vous ce rendez-vous quasiment éternel sur cet instant météo. On a l'impression que pour beaucoup de gens, c'est plus important de vous entendre avec ce bulletin météo que l'actualité. Qu'est-ce qui nous touche à ce point ? La météo, c'est la vie. C'est-à-dire que je crois que c'est pire que Tintin de 7 à 77 ans. Je crois que c'est... Mais c'est vrai parce que des fois, je reçois des dessins de gamins. Je vais vous raconter quelque chose qui était très joli. Un jour, j'étais dans une école de tout petits pour un peu expliquer ce que c'était la météo. Et puis, il y a un petit enfant qui m'a dit « Alors, comment tu fais ? Une fois que tu es monté dans les nuages... » pour voir le temps qu'il fait, est-ce qu'on te met une échelle pour que tu puisses redescendre dans la télé ? Et donc, voilà, donc ça veut dire que ça commence très tôt, et puis, mais c'est la vie, parce que ça concerne tout le monde. Aussi bien, mais même sur le plan, je dis qu'on a une responsabilité aussi par rapport, par exemple, avec les hôteliers. Si on annonce le mercredi du mauvais temps, eh ben, je sais très bien, ils me le disent que quelques minutes après, les gens annulent le week-end ou vice-versa. Donc, il y a une responsabilité économique et c'est bizarre après la façon dont je vis la météo parce que je me dis, chouette, il pleut, on ne s'est pas trompé. Alors que bon, voilà. Clara, vous parlez de religion de la météo. Si avec ça comme religion, on serait tous très heureux. Ah bah c'est sûr que... Justement. Et vous, Evelyne Delia, quand vous êtes entrée à TF1, vous êtes entrée comme en religion, vous avez toujours travaillé là-bas. C'est devenu très rare aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire toute sa carrière dans la même maison et qui tisse un lien... familial, j'imagine, avec une entreprise. Oui, c'est d'ailleurs quand je suis arrivée, on m'a dit moi, je vous connais depuis ma petite enfance, donc mais c'est très bien parce que c'est vrai, je suis le contrat le plus ancien, je crois, de TF1. Puis j'ai connu l'ORTF à mes tout débuts. Bon, c'est formidable, c'est vrai, parce que
j'avais pas de plan de carrière et ça s'est fait. Je crois que c'est du travail, la chance d'être là au bon moment quand on a besoin de vous. Et puis le contact avec le téléspectateur, c'est quelque chose de merveilleux. Enfin, vous n'avez pas de plan de carrière, mais vous êtes quand même très très bien débrouillé parce que vous êtes rentrée comme speakerine, puisqu'à l'époque, c'était ce à quoi on destinait les femmes à la télévision. D'ailleurs, vous avez déclaré que journaliste pour une femme à la télévision, c'était pas envisageable quand vous avez démarré en 69. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, c'est vrai que j'ai été très attirée par le journalisme, mais les femmes journalistes, c'était le magazine féminin, il n'y avait pas encore... Je crois que je suis arrivée un petit peu tôt dans ce métier, parce que je pense que j'aurais peut-être pu le faire. Ça a commencé un petit peu plus tard avec Christine O'Krent, où vraiment les femmes se sont affirmées. Mais je n'ai aucun regret. Et c'est vrai que, comme vous dites, j'étais là au bon moment. J'ai commencé... ma carrière, ça a été un petit peu le hasard, puisque j'avais répondu à une annonce où justement l'ORTF cherchait une personne en dehors de la télévision pour présenter des programmes en français et en anglais. Je commençais une licence d'anglais, donc voilà, c'était le début. Et c'était des télévisions européennes qui faisaient des échanges de programmes. Et puis un jour, on m'a appelé en me disant écoutez, on a un problème à l'antenne, une est malade, vous étiez bien débrouillés. Et à l'époque, il y avait les télévisions scolaires, donc c'était formidable parce que j'ai commencé ma carrière avec la première fois du direct. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait d'enregistrement ni rien. Et j'adore le direct d'ailleurs. C'est quoi une télévision scolaire ? Alors à l'époque... oui, c'est ça, c'était les programmes de télévision scolaire, c'est-à-dire que l'ORTF, c'était la télévision publique, et le matin, les programmes, c'était des programmes scolaires. Voilà. Et j'ai démarré en présentant ces programmes, ce qui était une très très bonne école. Vous voulez dire que Jean-Michel Blanquer n'a pas inventé la continuité pédagogique, elle existait déjà Ni l'école. Mais, et puis, vous avez grandi avec la structure TF1, vous êtes passé effectivement du public au privé, et aujourd'hui, vous êtes manager, vous êtes chef du service météo. Donc, pour quelqu'un qui n'avait pas de plan de carrière, vous êtes pas mal démerdé, non ? Oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, ça a été la chance à un moment donné quand j'ai fait cette émission à la maison de TF1 dans les années 80. Bien avant Valérie Damido, hein. Oui. Vous avez fait de la déco. Je dis c'était un petit peu de la télé-réalité avant l'heure parce que c'était la première fois qu'au lieu de présenter, puisque c'était vraiment on était un couple avec un autre journaliste et on était dans une maison et on expliquait comment planter un clou avec un bricoleur, etc., les papiers, la vie quotidienne. Donc, et c'était la première fois qu'on n'était pas dans un studio, mais dans une vraie maison, qu'on ne regardait pas les caméras, voilà. Et ça, ça a marché de façon extraordinaire. Mais là, c'est pareil, j'ai eu la chance qu'on me dise, tu corresponds, voilà. Et puis après, il y a eu d'autres émissions. J'ai fait des émissions de consommation. Et puis un jour, Michel Cardoz, vous vous souvenez, avec ses grandes moustaches et son accent. Et les fleurs. Et les fleurs. Et ses proverbes. Voilà. Et il est parti du jour au lendemain. J'ai proposé ma candidature. Et on m'a dit, tu fais des essais, tu fais un mois à Météo France, puis après on te dit oui ou non. Et puis on m'a dit oui, puis après j'ai su que, et c'est ça la chance, c'est qu'on avait besoin de quelqu'un rapidement, que comme à l'époque il y avait déjà Alain Gillot-Pétré, Catherine Laborde et François Fandeux, on voulait une femme, que Catherine était une brune, on préférait une blonde, et d'avoir une blonde, pas on préférait, mais on voulait une blonde, et qu'en plus il fallait faire très vite, parce qu'Alain Gillot-Pétré, au mois de septembre, allait voir ses cyclones et que voilà. Et du coup, je rentre et on voulait quelqu'un qui ait donc l'habitude de l'antenne. Donc, je rentrais déjà dans ces obligations. Et c'est comme ça que je suis partie. Donc, ça a été le coup de chance. Parce que... Vous êtes la femme la plus chanceuse du monde. Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi de temps en temps des difficultés dans la vie. Mais il faut savoir les surmonter. Et vous nous y aidez beaucoup, Evelyne Delia. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h. C'est un peu l'happy hour, parce qu'on a un petit peu tout décalé. Et c'est veille de week-end. Ouais, bien sûr. On souhaite déjà un bon week-end à tout le monde. Chez soi. Vous écoutez France Inter. Small and safe just fine. And there's no need to ask me, brother, what I've been doing to pass the time. I'll lay awake at night, falling under his bed.
with the guilt that I can't stand. Upon your chest, your arms are folded, with the bottle in your hand. The devil makes his mark and he takes his soul. I told you that I'll forgive, but that won't save your soul. No, no. Try to keep by just for a while. To hide my pain on my smile. Yeah, try to keep by just for a while. To hide my tears, pain on my smile. All these people think I'm crazy. Smile and say I'm fine. I saw the cruelness of addiction. Saw you fade away with time. Try to keep by just for a while. Durand Jones and the Indications chante Smile. À mon avis, c'est pour la venue d'Evelyne Delia. C'est pour la programmation musicale de Djoubaka. Vous écoutez France Inter avec Thomas Croisière qui est autour de la table. Eh bien aujourd'hui, 30 octobre, le soleil se couchera à 5h33. C'est dans 11 minutes et nous fêtons les Walidia, Christine Gonzalez, Clara Dupont-Mono et Frédéric Fromet. Et c'est l'heure du journal. On a eu la météo, on a le journal maintenant. J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus. Le journal de presque 17h17. Moi aussi, ça me saoule quand il y a trop de monde. Et on commence par les titres. Oui, le port du masque va être obligatoire à l'école dès 6 ans. Hein, on comprend rien, Thomas, on comprend rien là. C'est pour habituer les instituteurs à ce qui les attend la semaine prochaine, hein, radio de service public. Merci beaucoup. Éric Dupond-Moretti a confirmé que les audiences seront maintenues dans tous les tribunaux. Oh, ben c'est ballot. Nicolas Sarkozy vient de casser son imprimante. Il ne pourra pas imprimer son attestation de déplacement. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oh non, c'est pas prévu. Oh, alléluia, Dieu existe. Oh là là, c'est bon. Oh que c'est bon. Allez. Et on commence par le confinement. Oui, les librairies sont fermées, mais la Fnac Darty va maintenir ses magasins ouverts. Ah bah c'est bien que la Fnac reste ouverte parce que je voulais justement me procurer l'essai Comment tuer les petits commerces en une leçon. Allez, reconfinement toujours. Oui, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a avoué ne pas avoir réussi à empêcher la fermeture des théâtres, des musées, des salles de concert et des cinémas. Oui, et c'est là qu'on réalise qu'elle était bien plus efficace dans les reines du shopping que dans son ministère. D'ailleurs, un nouveau protocole sanitaire a été dévoilé pour les écoles. Il prévoit l'aération des pièces plus régulièrement. Mais il a un autre boulot à côté de ministre, Jean-Michel Blanquer? Non, pourquoi vous dites ça? Parce que ça fait un mois que l'épidémie repart et lui, il propose juste d'ouvrir les fenêtres. Enfin, on dirait moi quand j'écris ma chronique 2 minutes avant l'émission parce que j'avais un autre truc à faire. Hein? Attendez, vous écrivez 2 minutes avant? On enchaîne. D'accord. Bon, politique, ce matin, Marine Le Pen était invitée sur RMC. Est-ce que vous savez quand même que le CCIF et l'UOIF ont refusé d'être auditionnés par la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste? C'est un délit de refuser d'être entendu. C'est bien elle qui a refusé d'être entendue par les juges en mars 2017 pour l'affaire des emplois fictifs. Oui. Et c'est pas aussi elle qui s'est pas présentée devant les juges en juillet 2019 pour l'affaire de la diffusion d'images violentes? Oui, aussi. Mais en revanche, elle veut bien être entendue dans l'affaire des « Je me fous de votre gueule ». C'est bon. Oui, allez. La même Marine Le Pen a déclaré qu'il ne faut pas avoir peur d'être traité d'islamophobe. Oui, elle assume complètement, Marine, à l'arrière de sa voiture. Elle a mis un autocollant « Islamophobe à bord ». Santé publique France note une augmentation significative des troubles dépressifs en octobre. Oui, pour trouver des gens épanouis aujourd'hui, rejoignez l'Association des masochistes de France. Aux États-Unis, une responsable de santé dans l'Oregon a annoncé le nombre de morts liés au Covid déguisés en clown. Ouais, bon, moi je dis ça passe, hein. Ça vous choque pas, vous? Bah non, dans un pays où le président est déjà déguisé en clown. Ok, d'accord, on enchaîne et on reste aux États-Unis où la police est intervenue car un homme avait décoré le dessus de sa cheminée avec le crâne d'un homme disparu depuis 8 ans. Ouais, bon, je dis ça passe aussi, ça. Mais ça vous choque pas non plus? Vous m'auriez dit ça il y a 1 an peut-être, mais là franchement en 2020, ça pose tout seul. Hein. Science, les scientifiques ont découvert une planète de la taille de Mars qui errait sans but dans notre galaxie. Ah bah, voyez, hein, on en est à
un point où même les planètes sont paumées. Donc, voilà. Allez, restons dans l'espace où la sonde Osiris-Rex a réussi à rassembler ces poussières d'astéroïdes. Rassembler des poussières, mais c'est fou de dépenser autant d'argent pour fabriquer une machine qui fait des trucs qu'une femme peut faire toute seule avec un balai. Mais ça va pas dire un truc pareil, non? Oula, la boulette. Alex m'avait laissé quelques blagues et j'aurais dû les relire avant de les lire. Hein, allez, on termine avec à Montpellier, un homme prétend être Hitler et menace les employés d'un supermarché. Oui, et ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de Yann Moix. En effet. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie d'Evelyne Delia et on va aborder avec vous, Evelyne, ce premier sujet. Ça, c'était le jingle pour dire d'aller se coucher quand on était petit. Bah non, regarde Evelyne après non, mais le chez jingle. toi. Ouais, chez moi. Je vois Evelyne Delia, dodo. Voilà, c'est ça. Allez, moi, Lydia, taisez-vous en classe. On y va. Le livre est un produit de première nécessité. La preuve, il est taxé comme le pain ou les œufs. Pourtant, les librairies sont fermées, considérées comme non essentielles. Voilà, le livre est donc un produit de première nécessité, non essentiel. Cherchez-le. Oui, ils sont sympas, les libraires, mais si, comme la Fnac, ils vendaient leurs bouquins entre une cafetière et un aspirateur, ils pourraient rester ouverts. Faites un effort, les libraires. Allez, donnez-nous envie de venir chez vous, enfin. Moi je vis parmi les bouquins et je les vends à tout le monde. Aux châtains, aux bruns, aux rouquins, aux filles brunes, aux femmes blondes, aux hommes des romans d'amour, aux femmes des nouvelles tristes, aux enfants des livres d'amour où les magiciennes existent. Un extrait du film Jeanne et le garçon formidable, le film d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau qui date de 98 et on entend Emmanuelle Goisé, la libraire dans le film. Alors c'est la nouveauté de ce deuxième confinement, il y a toute une partie de la population qui réclame l'ouverture des librairies, il y aura même sans doute une pétition bientôt. Vous êtes sensible à cette demande des librairies ouvertes, ça vous aurait plu? Tout à fait, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. J'avais une petite librairie à côté de chez moi qui a fermé il y a 2 ans, 3 ans. Mais c'est le petit commerce qu'il faut sauver, vraiment. Donc déjà, il est en temps normal, parfois en difficulté. Alors là, plus que jamais. Votre maman, elle tenait une parfumerie, c'est ça? Oui. Oui, voilà, c'est un petit peu la librairie des parfums. Exact. C'est un petit commerce qui a disparu. Maintenant, mais c'est la librairie des bonnes odeurs. Voilà, oui, c'était tout à fait ça. Mais vous aviez plein de petites parfumeries de quartier. C'était une parfumerie de quartier. Et il n'y en a quasiment plus. J'ai même du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler, parce que c'est vrai que je ne pense pas avoir, même moi, mis un pied dans un... Il y avait une vitrine, il y avait une il y avait une caisse. Voilà. J'ai jamais connu que les chaînes, en fait, c'est fou. Ouais. Mais oui, mais voilà. Alors que les librairies, il y a toujours... librairies. C'est ce qui arrive. Il faut pas. Petit à petit, malheureusement, oui, c'est ce qui arrive. Alors, il faut toujours garder de l'espoir, et on voit quand même, j'ai l'impression qu'il y a un retour parce que c'est vrai que les gens ont besoin d'abord de proximité et de plus en plus, et notamment quand on est dans des moments difficiles comme actuellement. Et je pense que petit à petit, le commerce de proximité va refaire sa place. Et on le sent, moi je trouve déjà. Dans le cas des librairies, ce que ça peut aussi apporter, c'est des recommandations. C'est toujours sympathique de rentrer dans une librairie, on prend le temps de dire... Nous avons aimé ce livre-là. Vous avez le temps de lire, parce que vous êtes en première ligne, Evelyne Delia. Vous les confinements, vous travaillez, vous nous informez, vous donnez la météo. Est-ce que ça vous laisse un peu de temps? C'était la grande question. On va avoir le temps de lire. Mais j'imagine que vous. C'est-à-dire, moi, c'est un faux confinement, puisque je continue de travailler tout de même à l'antenne. Mais alors, ce que je fais souvent le soir en rentrant, je lis la presse. Alors ça, vraiment. Et moins les romans, alors. Peu moins les romans. En ce moment, je suis dans un roman de Fred Vargas. Mais est-ce que vous n'avez pas la déformation professionnelle qui consisterait à lire un roman et sans arrêt regarder le temps qu'il fait? Parce que Germinal, il y a de la pluie. Vous voyez, Châteaubriand, il y a du vent. Là, ça s'appelle Temps glaciaire, figurez-vous. De Fred Vargas. Et alors, je l'ai acheté parce que j'aime bien ce style de roman aussi, voilà. Et puis ça détend un petit peu par rapport à une autre littérature, c'est vrai que je lis beaucoup de la presse aussi.
Et effectivement, ça se passe, mais je ne le savais pas. Enfin, c'est le naufrage d'un bateau où il y avait des gens qui étaient en voyage, etc. Et ils sont pris dans les glaces, déjà, et avec de la brume tout autour, donc ils sont complètement perdus. Après, il y a des crimes, etc. Heureusement que vous n'êtes pas confinés pour le lire. Mais c'est vrai que la météo joue un rôle. Mais il y a toujours des tas de choses qui se passent avec la météo. On va y revenir d'ailleurs, Evelyne Delia, avec la météo et le climat, ce qui est le prochain sujet qu'on abordera ensemble, Evelyne Delia. En attendant, voici le retour de Walidia. Et oui, comment ils vont, mes petits bolchevico-coufards collabo-laxistes de France Inter? Oui, ça va bien. Ouais, j'en peux plus, moi, de cette époque là où si t'as le malheur de tousser en public, tout le monde te regarde de travers comme si t'étais en train de tabasser un chat. Et après 10 jours à subir l'annonce de l'annonce, annonçant l'annonce du reconfinement, ma santé mentale s'abîme aussi vite que la dignité de Manuel Valls. Le monde de la culture est toujours ignoré. J'ai bien compris que mes ambitions de saltimbanque pouvaient prendre un aller simple sur la compagnie Air Sphincter. Terminé. Je commence à contempler la défenestration comme une option envisageable. Mais vous inquiétez pas, je commettrai jamais l'irréparable. Ça leur ferait une retraite en moins à payer. Je leur ferai jamais ce plaisir. Par contre, comme je peux plus jouer mon spectacle, je suis ouvert aux propositions de placement de produits de télé-réalité. Là, tu me fais un chèque, je te vends du blanchiment des dents, des contrefaçons fabriquées par des enfants, du lait maternel à l'amiante. Je suis chaud patate, je peux tout prendre. Alors, c'est pas le tout de se lamenter sur France Inter aux frais du contribuable. Je suis censé envoyer une chronique sur l'actualité. Oui. C'est dommage parce que vous m'auriez fait venir la semaine dernière. J'étais brûlant avec avoir passé mes vacances à entendre les réactionnaires islamophobes se répandre dans les médias. J'avais l'impression d'être coincé dans un micro-trottoir de Guillaume Meurice. Au lendemain du meurtre ignoble de Samuel Paty, je me suis encore naïvement convaincu qu'en réponse à la barbarie, on privilégierait la lumière du discernement à l'obscurité de la réaction épidermique. Mais bon, notre ministre de l'Intérieur, c'est toujours Darmanin. Hashtag une pipe pour un F2 challenge. Lui, dès que tu lui donnes une communauté à détester, il est excité comme Morandini pendant une journée de casting. Donc on va gentiment se caler l'intelligence derrière l'oreille et on va pas demander à une poule de savoir piloter un hélico. Donc, de l'actu. Mais je suis pas inspiré, quoi. Alors j'entends déjà les pensées de Thomas Croisière et sa voix de harceleur récidiviste. Il peut pas ignorer les éléments tragiques d'hier, il se fout de notre gueule, le petit frisé. Alors oui, je crois que face à... Petit frisé, oui, c'est vrai. C'est ça. Alors je crois que face à des assassinats dont la cruauté n'indégale que la lâcheté, mon cerveau ne veut pas assimiler le niveau d'abjection atteignable par l'humain. Des innocents assassinés dans une église, une dame de 70 ans qui était sûrement la mère de quelqu'un et qui aurait pu être la mienne, apparemment c'est ma limite. Je suis en plein déni de bassesse. Je dois admettre qu'avec l'actu, j'ai fait un peu comme Macron et la deuxième vague. Je fais semblant de pas la voir jusqu'à ce qu'elle me mette une grosse tarte dans la gueule. Une seconde vague inattendue, selon lui. Alors inattendu, c'est pas ça. Non. Que Fillon rende l'argent, ça, ce serait inattendu. Que Macron rétablisse les SF, ça aussi, ce serait inattendu. Tu vois. Mais quand le conseil scientifique te prévient depuis juillet que la deuxième vague va arriver, à moins qu'il te fasse des notes vocales en ouzbek, tu peux pas qualifier ça d'inattendu. Vivre avec une prof de français et être aussi nul en sémantique, c'est couillon quand même. Alors tu m'étonnes qu'il ne l'ait pas vu venir. Quand tu passes la rentrée à séduire l'électorat d'extrême droite, ça t'empêche de te concentrer sur une putain de pandémie mondiale. On est dans le naufrage du Titanic et lui il fait des trous dans le bateau. Qu'est-ce que tu fais, Manu? Je perce, faut qu'on coule plus vite, sinon le film il va être trop long. Parce qu'aujourd'hui, si on est confiné, c'est pas parce qu'on est addict à la bamboche. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de la saturation des hôpitaux. Ça non plus, il l'a pas vu venir. Vraiment, il conduit le pays bourré avec une voiture sans phare sur une départementale la nuit. Parce que la saturation, les soignants l'ont crié dans la rue. Mais quand tu te fais gazer les narines avec des lacrymos plutôt que du Stérimar, faut croire que le discours est moins audible. Parce qu'on a bien supprimé 69 000 lits en 15 ans à cause d'un autre virus, le néolibéralisme. C'est un virus qui s'attaque directement aux défenses du système social. Quand tu respectes pas les gestes barrières avec le MEDEF, tu te retrouves sous respirateur chez CTLM. Il n'y a pas de vaccin pour celui-là. Mais c'est normal parce qu'on le cherche pas. Enfin, au 19e siècle, il y a un chercheur qui a essayé, Karl Marx, et ils n'ont pas respecté sa recette et finalement, avec leur vaccin, ils ont tué plus de gens qu'ils en ont sauvés. Alors on commence à avoir beaucoup de guerres à mener face au virus, face au terrorisme. J'espère juste qu'ils vont pas gérer les deux conflits de la même manière. Sinon, on va perdre tellement vite que la Blitzkrieg à côté, ce sera la guerre de 100 ans et on va se faire bombarder par les missiles qu'on leur a vendus. Parce qu'on n'est pas si intransigeant que ça avec les hypocritocraties du Moyen-Orient qui financent, voire soutiennent le terrorisme. Entre Erdogan qui a du courage quand il faut confisquer des paquets de vaches qui rient. En revanche, quand il faut se fâcher contre la Chine qui extermine des Ouïghours, il n'y a plus de Wi-Fi. Et les Saoudiens qui se disent choqués par les caricatures de Charlie, alors qu'on parle d'un pays où les hautes sphères se payent des prostituées mineures pour les tartiner d'excréments de chameaux, mais c'est les dessins qui les choquent. Alors attention, je ne généralise pas. Toutes les élites saoudiennes ne vont pas aux putes. Il y en a qui les font venir. C'est différent. Cela dit, personne n'est dupe. Et on se doute bien que si le président prend le temps de faire des selfies avec le prince Ben Salman, qui a encore des morceaux de journaliste Jamal Khashoggi sur le couvre-chef, c'est dans le secret espoir de lui fourguer des rafales. Le problème, c'est que pendant qu'il essaye de vendre des rafales, nous, depuis 2015, on essaie de les esquiver. Donc ne m'en veuillez pas, mais les vannes sur l'actu, ce sera pour la prochaine fois. Très bien. Eh bien. Merci Walidia. On sent que vous avez plein de choses à dire.
On sent que vous êtes un peu énervé, mais vous le dites avec humour malgré tout. Petit frisé. En tout cas, on a bien eu un résumé de l'actualité malgré tout, j'ai l'impression, Wally, grâce à vous. Merci Wally Diag, vous pouvez revoir bien sûr en vidéo avec nous. Restez avec nous, vous êtes sur France Inter avec Evelyne Delia. Dans la nuit froide, je pleure des larmes de glace et pas une lueur d'espoir là où je passe. Les âmes du soir qu'on passe sur les trottoirs sont souvent perdues, pourtant mes désirs tordus, pays des noirs. Comme tous les chats qui traînent sur les boulevards, je suis seule ce soir, encore déchirée dans cette noyade. La nuit est froide, en crevée. Apparemment j'ai mal, je crois que je suis blessée. Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner. La nuit est sale et ma tête est en pleurs sur le pavé. Pendant la nuit, les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir et de pleurer. Pendant la nuit, je ressens la menace. Parmi les ombres, je vois les monstres et les rapaces. J'ai dans le ventre qui me stresse, qui me possède et qui m'empêche de voir clair dans ce monde où tout m'oppresse. Je me consume, j'allume ma propre image. Pour la vie, c'est quand il faut que je me dépêche. Et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. Je revois le temps, mais éviter les histoires et éviter les drames, mais il est déjà trop tard. La vie me crame, mais dans la nuit je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les paradigmes s'effacent, les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette nuit. Vous écoutez La Femme qui chante Paradigme. Oh, c'est tellement playlist France Inter, n'est-ce pas? Complètement. Et nous sommes en compagnie d'Evelyne Delia pour notre plus grand bonheur. Thomas Croisière, vous avez peut-être une question pour Evelyne? Moi j'ai une question parce que je suis très people, donc vous avez 50 ans de carrière, vous avez côtoyé tous les plus grands animateurs, animatrices, dont vous, que vous côtoyez quotidiennement. Lequel est le plus sympa? Ne réfléchissez pas. Non, mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a vraiment qui Parce que sont... c'est une question un peu débile aussi. Il n'y a pas le plus sympa. Il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres qui le sont moins. Alors le moins sympa, il y en a bien, c'est vraiment un moins sympa. Mais vraiment, mais qu'est-ce que ça apporte cette question? Moi ça m'intéresse, c'est mon côté people. Chef du service météo. Franchement, mais c'est le people, Mais oui, mais c'est souvent une question qu'on me pose d'ailleurs. Voilà, je m'occupe des préoccupations des Français. Voilà. En tout cas, vous êtes trop sympa pour dénoncer. Ça, vous êtes vraiment sympa. Mais contrairement à nous. C'est la classe. Joker. C'est Evelyne Delia. Vous faites bien, Evelyne. Dans cette époque où on se monte les uns contre les autres, vous êtes un modèle. Et vous êtes sympa. C'est vrai. Christine Gonzalez, comme vous êtes, vous, une journaliste médiumnique, vous êtes capable en une seconde de quitter la Suisse, où vous êtes actuellement semi-confiné, avec attestation de travail, bien sûr, quitter la Suisse, et vous rendre n'importe où en claquant des doigts. Ah oui, en effet, comment dirais-je? Oui, c'est un talent. Voilà, c'est une chance aussi. Par exemple, là, je vous parle de Lausanne et clac, magie, je suis plus à Lausanne. Ah, en effet, c'est très impressionnant, là, je viens de me rendre compte, dites donc. Et vous êtes en direct donc du cimetière du Père-Lachaise à Paris pour un reportage sur le terrain. Oui, en effet, Charline, je suis en direct du Père-Lachaise et je sens bien que tout le monde est très, très tendu ici depuis mercredi soir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais les morts ici se passent le discours de Macron en boucle. Et à chaque fois, à un moment précis du discours, les tombes se mettent à trembler, tout l'au-delà se met à siffler. Là, attendez, il me semble que ce moment clé du discours va arriver. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts. Les cimetières qui restent ouverts, c'est la décision de trop pour ces morts qui revendiquent la tranquillité. La Toussaint, Halloween et maintenant les cimetières ouverts pendant le confinement, c'est résolument la goutte qui fait déborder le flacon de formol.
Je suis avec différents représentants du Père-Lachaise, le président du syndicat du 7e art, Yves Montand, bonjour. Le Covid et les décisions gouvernementales vous gâchent l'automne. Je ne nous emmerde pas avec des questions ou des problèmes politiques. Et il est évident que je les aurais bien évité personnellement si, précisément, ces événements-là n'avaient pas fait ricocher sur moi-même, n'est-ce pas? Mais expliquez-nous justement de quelle manière les événements vous impactent. J'ai l'impression qu'on est en train de berner les gens. Les gens, c'est-à-dire les morts du Père-Lachaise? Oui. Vous craignez que beaucoup de Parisiens viennent au Père-Lachaise plutôt qu'au parc, qui seront surfréquentés? Oui. En prétextant voir des proches? C'est consternant. Et c'est pas bien, beaucoup de monde dans un cimetière? Un cimetière qui vit, c'est chouette, non? Non. Non? J'aime pas ça. Moi, je trouve que c'est l'occasion jamais de montrer au grand public à quel point le cimetière, c'est sympa. Plus c'est sympa, plus ça donnera envie aux gens de mourir. Ah, on dit ça? Vous avez peur de quoi, concrètement? D'un embouteillage autour de la tombe de Jim Morrison? Qui? Jim Morrison, le chanteur, la star du cimetière. Ah, je ne connais pas, non. This is the end. My only friend, the end. Ça vous dit rien, ça? Non, vous plaisantez, là. Bon, alors, laissez tomber. Je vais me tourner vers la présidente du syndicat du spectacle Vivant-Mort. Bonjour, Maria Callas. J'aime pas trop parler. Oui, mais vous êtes présidente du syndicat du spectacle Vivant-Mort. C'est même la mairie de Paris qui vous a nommé. Madame Hidalgo. Que les cimetières restent ouverts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous contrarie autant? Évidemment, ça effraie. Voilà pourquoi j'ai peur. Vous avez peur? On est énervé. Dites-le franchement, est-ce que c'est à cause des nouveaux morts qui vont débouler, qui respectent rien? Tu ne te rends pas compte. La relève qui va prendre toute l'attention. Évidemment, la jeunesse ne veut pas, n'accepte pas des conseils ou à venir comme des petits élèves à apprendre. Ok, boomer. En gros, vous avez peur qu'on néglige les anciens. Je suis très fataliste. Mais on va jamais négliger les stars du Lachaise, vous inquiétez pas. Vous savez, tant qu'il y a Jim Morrison à la 6e division, ça ira. Hein. J'ai jamais connu cette personne. La 6e. Ça vous dit rien, ça? Vous vous connaissez pas entre vous? Vous avez pas une fête des voisins ici? Mais c'est pas ça, la musique. Bon, merci Maria Callas. Je vais me tourner vers le représentant d'un autre syndicat au Père-Lachaise, c'est le président des Hommes de Lettres, Albert Camus, bonjour. Oui. Alors vous, ça fait 60 ans que vous reposez ici? Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré. Et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin. Vous savez, je vais vous parler franchement. Je trouve super que les cimetières restent ouverts. Les Français vont comprendre que c'est un loisir comme un autre. En tout cas, moi, je vais pouvoir m'éclater ces prochaines semaines. Cela suppose une interminable tension. Mais quelle tension? Vous n'avez pas l'impression que vous agissez en privilégié, en mort blanc cisgenre de plus de 100 ans, avec une idée très patriarcale et discriminatoire de ce que doit être un cimetière pour tous? Pourquoi? Parce que, pardon, hein, mais ça fait un moment que je vous écoute tous. Hein, mais ici, c'est un peu le Fouquet's des cimetières. Hein. Il n'y a que des stars. Je suis pas sûre que vous soyez très au fait de la réalité des cimetières. Est-ce qu'on a connu pire? La peste? Est-ce qu'on a vraiment connu pire? La peste... Ok, d'accord, on a connu pire. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit manquer de compassion pour les vivants, qui sont enfermés chez eux et qui ont le droit, oui, qui ont le droit de voir des morts, même si c'est un prétexte pour foutre le nez dehors, alors qu'il fait au mieux 9 degrés et qu'il fait nuit à 17h35? À ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Exactement. Voilà, à ce moment fugitif qu'est la mort, tout s'y achève. Exactement. Je sais pas ce que ça veut dire. On ne peut pas tout expliquer. C'est quoi ce bruit? Ah, voilà. Bah oui, ça y est, il repasse encore à la cafette le discours de Macron. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts. Voilà, Charline, des nouvelles du Père-Lachaise, cimetière rempli de célébrités qui contestent un petit peu, vous l'avez compris, les décisions gouvernementales, par peur de perdre leur tranquillité, d'être surpeuplés. Mais je les connais, ils vont s'y habituer. Quant à moi, je garde mon enthousiasme intact. Je trouve ça formidable que tout ferme, sauf les cimetières. Ça laisse enfin aux Françaises et aux Français des perspectives d'avenir. Christine Gonzalez, merci beaucoup en duplex de Lausanne. Avec plaisir. Et oui, donc on remercie beaucoup la RTS, la radio-télévision suisse romande, pour ce duplex. Restez avec nous, Christine Gonzalez. J'espère qu'on vous retrouvera bien un jour autour de cette table. En présentiel. Pour vos interviews posthumes avec les archives de l'INA, bien sûr. Nous sommes avec Evelyne Delia et on va aborder ce deuxième sujet.
Tiens donc. Voilà. Le phénomène climatique, la Niña, qui provoque des intempéries partout et de retour. Comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille, c'est l'année 2020. Elle est en passe de devenir l'année la plus chaude. Même si la Niña aura pour effet de refroidir un peu la planète, je parle sous votre contrôle, Evelyne Delia, les météorologues ont été en première ligne pour nous alerter sur le réchauffement climatique. Mais le lien entre météo et climat est-il toujours pertinent ? Élément de réponse. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Ah non, ça n'a rien à voir. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. T'es con, gros. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Un certain journaliste d'une certaine chaîne d'information, légèrement climato-sceptique semble-t-il. Evelyne Delia, ça doit prodigieusement vous énerver, le climato-scepticisme, vous qui observez la météo depuis si longtemps et qui êtes lanceuse d'alerte un peu. Et là, c'est un bel exemple justement de ce que vous disiez, c'est-à-dire la différence entre la météorologie et la climatologie. Et c'est ça qui est un petit peu difficile d'ailleurs à comprendre, parce que moi, c'est vrai que j'ai été une des premières à parler du réchauffement climatique, parce que lorsqu'on était dans les rencontres avec les scientifiques, dans les forums de la météo, il y a maintenant, enfin, c'était dans les débuts des années 2000, ça passe vite le temps, où personne ne parlait vraiment du réchauffement climatique, et eux nous disaient, on voit qu'il se passe quand même quelque chose, les températures augmentent. Et j'étais une des premières, c'est vrai, à en parler dans mes bulletins, mais c'était très difficile de faire comprendre, et on le voit par rapport à cet exemple, qui est entre guillemets, c'est autre chose. Oui. Mais quand vous dites, par exemple, moi, tenez, je prends l'exemple d'hier, où pendant le lundi, il va faire une moyenne de 20 degrés au nord, de 22 dans le sud, et 2 jours après, on va perdre 8 degrés. Donc quand vous dites aux gens, sur un siècle, les températures vont augmenter de 1, 2, maintenant on dit 3 ou 4 degrés, ils disent mais ça veut dire quoi ? C'est très difficile d'appréhender, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment la différence entre climatologie et météorologie. Donc, mais c'est vrai que le réchauffement climatique est là et bien là. Et vous avez justement alerté les gens très tôt. Vous avez même développé votre conscience écologique, j'imagine, par la météo, puisque dès 2007, vous avez sorti un livre qui s'appelle « C'est bon pour la planète », qui disait déjà que chacun, par ses petits gestes, pouvait faire en sorte de remédier un petit peu à ces problèmes-là. Et TF1, c'est la chaîne de Nicolas Hulot aussi, donc oui, logique. Mais tout à fait, mais c'est c'est pas une vanne, en fait. Non, c'est vrai. C'était sa première fan, arrêtez avec ça. Non, c'est vrai. Quel bel homme. Non, mais c'est vrai que le réchauffement climatique, moi, c'est vrai que j'ai été une des premières à en parler, et que c'est une prise de conscience difficile à une certaine époque. Pour le téléspectateur, moi j'entendais souvent moi j'aime bien la chaleur, ou après moi le déluge, ou voilà, c'était ça. Et puis je pense qu'il y a une prise de conscience, il faut des événements un peu spectaculaires, parce que le réchauffement climatique, c'est aussi peut-être la violence d'éléments. On a toujours eu des tempêtes, mais on a des tempêtes, on le voit, qui sont de plus en plus violentes. Et quand on a eu les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, avec la France complètement ravagée, là, il y a une prise de conscience, mais vraiment très importante. Et c'est à partir de là aussi que les gens ont commencé à se dire il se passe quelque chose. Mais au début, ça a été très difficile. C'est quand à chaque fois qu'on se prend une gifle que les choses avancent. Faudrait mais là, c'est une accélération en plus. Donc, oui, vos bulletins météo au début de votre carrière et maintenant n'ont plus rien à voir, j'imagine. C'est beaucoup plus chamboulé. Alors c'est vrai, parce que maintenant, j'annonce de plus en plus souvent des records. Des records de chaleur, des records de... Et puis la couleur des cartes a changé, vous êtes même obligé de changer les couleurs en fonction des températures. Mais vous savez qu'Evelyne est devenue un mème super important sur Internet, avec les températures à 50 partout dans toute la France. Alors ça c'est autre chose. C'était une météo. Regardez, c'est un excellent exemple que vous prenez là, parce que lors de la COP 21 à Paris, l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale, qui est à Genève justement, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays, du monde entier, de faire un bulletin météo de l'année 2050. Et l'OMM avait demandé de le faire pour la France.
Donc évidemment, j'avais fait ça très sérieusement avec Météo France, les climatologues, et avec Jean Jouzel, par exemple, Hervé Le Treut, qui sont d'éminents scientifiques, d'éminents climatologues. Je fais ce bulletin avec 40 degrés à Paris, 43... Et je dis, mais attendez, vous vous rendez compte? On me dit, mais nous, on fait des projections, c'est ça. L'année dernière, 42 degrés 7 à Paris, en juin. Donc, et ces bulletins sont... C'est-à-dire qu'il y a... on était dans la réalité, pratiquement avant 2050. Voilà. Voilà. Mais tout va bien. Bien sûr, C'est pas pour vous refroidir que je dis ça. Evelyne Delia, réfugions-nous un petit peu dans la fiction. Alors, dans ces cas-là, avec Clara Dupont-Mono. Oui, parce que l'actualité, c'est quand même nos vies étriquées, Evelyne, qui ont commencé depuis hier soir à minuit, nos toutes petites vies renvoyées désormais, alors du canapé au grille-pain, du grille-pain au lave-linge, en passant par la baignoire, telle la boule de flipper de Corinne Charby, référence qui parlera à tout le monde. Qui roule. Voilà, qui roule. Heureusement, pour échapper à cette misérable condition de boule de flipper d'appartement, nous avons une arme. Il y a les livres. Il y en a deux, en fait, armes. La météo, vous, Evelyne Delia, et les livres. Mais alors, attention, pas n'importe lesquels. En ce qui concerne les livres, il faut des livres qui nous emmènent et qui nous emportent loin des lance-billes. Et celui que je vous ai amené, il est parfait pour les vies qui ont besoin de respirer. Et vous partirez avec, Evelyne. Il s'appelle Aria et c'est le premier roman très remarquée d'une Iranienne nommée Nazanin Ozar, et c'est une fresque. Alors, la vraie, la grande belle fresque. Et d'ailleurs, l'écrivain Margaret Atwood a qualifié ce livre de Dr Zhivago iranien. Alors, le principe de la fresque, moi j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui permet de raconter la multitude. C'est-à-dire que la singularité dit le collectif. Eh bien, le destin d'Aria, il dit aussi celui des Iraniens pris dans la guerre et obligés de quitter leur pays aimé, comme le fit d'ailleurs l'auteur qui a dû quitter Téhéran pour s'installer au Canada. Un soir d'hiver de 1953, un militaire qui s'appelle Behrouz rentre à pied chez lui lorsqu'il entend le couinement d'un bébé. Il le trouve, le bébé, abandonné au pied d'un arbre sur un tas d'ordures. Il le ramène chez lui et il donne à cette petite fille un prénom qui est Aria. Ça, c'est le point de départ du livre. Aria sera ensuite obligée de quitter Behrouz, qui ne pourra plus s'occuper d'elle. Elle sera élevée par une femme riche, se liera d'amitié avec un garçon arménien nommé Hamlet, qui deviendra son mari. Tout ça, c'est la trame et elle tentera de retrouver sa mère. Mais, à l'arrière de la vie d'Aria, montent les premières discussions qui contestent le roi d'Iran, à l'époque le Shah, éclatent les premières révoltes qui clament le nom de Khomeini, et enfin la révolution, bain de sang et odeur de poudre. Et comme tous les Iraniens, Aria assiste à la montée en puissance des mollahs, croise dans la rue des femmes entièrement recouvertes de noir, je cite, toutes semblables, comme si elles constituaient un seul et unique organisme, et se fait insulter parce qu'elle a les cheveux libres. Les gardiens de la révolution islamique s'installent, dictent leurs lois, répriment et enferment. Donc vous voyez, il y avait Aria, l'enfant trouvé, et bien il y a aussi l'Iran, le pays perdu. Et la fresque permet ces contrastes en forme de passerelle. Plus Aria grandit et s'affermit, et plus l'Iran s'affaisse et s'amollit. Ça, c'est pour l'arrière-plan. Mais la fresque, elle est maline. Elle ménage aussi les à-côté. C'est-à-dire qu'autour d'Aria, et non plus à l'arrière, gravitent des personnages que l'on suit. Behrouz, le militaire qui l'a trouvé. Ramin, le capitaine de Behrouz, qui sera aussi son grand amour. Et puis, on comprend que Ramin a un secret avec la femme de Behrouz, qui a un secret avec une amie d'Aria, etc. Tout se tient. La fresque, en fait, ne multiplie pas les intrigues, elle les attache les unes aux autres, elle les tisse. La fresque est le seul exercice littéraire qui s'approche à ce point de la tapisserie. Résultat, ce livre, c'est un tapis volant, et les tapis volants, ça se moque du confinement. Je vous donne les références. Aria de Nazanin Ozar est paru aux éditions Stock. Merci beaucoup, Clara Dupont-Mono, pour ce conseil. Vous pouvez aller pour les librairies, il existe Click and Collect. Oui. C'est le moyen d'aller quand même dans vos petites librairies de quartier et de commander à l'avance et d'aller les chercher. Voilà, on n'avait pas dit tout à l'heure, mais c'est important et voici un exemple. Merci, Clara. Thomas Croisière. Oui, on n'a malheureusement pas le temps pour le troisième sujet que j'avais prévu uniquement
uniquement pour une seule question, puisqu'on voulait on devait parler des stars sur les réseaux, mais parce que moi je voulais savoir si le Evelyne Delia officiel sur Instagram, c'était vous qui le gérez ou pas du tout. Mais non, moi je n'ai pas de compte Facebook C'est ce que officiel, je me suis dit. J'ai pas de compte Instagram, parce que je me dis que sinon je passerais toute la journée dessus, etc. Et puis, non, pas du tout. Alors je comprends mieux pourquoi vous ne m'avez pas répondu sur Instagram. ça fait des années que j'essaye de comprendre. Je vous remercie, c'est un faux compte. Et vous n'êtes pas sur les réseaux. Parce que quand on en fait fermer, d'autres s'ouvrent. Mais vous n'en êtes pas pour le moins star. Préfère les héros anonymes aussi, et ces héros, c'est des gens comme Jean Jouzel, etc. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Qui vient d'entrer S'il avait 5 frères jumeaux, son groupe s'appellerait les Cyclones. Mais ce soir, il est venu seul en studio. De quoi allez-vous nous chanter, Frédéric Fromet? Eh bien, nouvelle preuve du somme de l'époque, j'ai repris une chanson de Laurie. La positive attitude, la positive attitude, la positive attitude, la positive attitude. Vive le confinement, vive le confinement, vive le confinement, vive le confinement. Confiné une nouvelle fois. Plus de commerce non essentiel, bon débarras. Fini les restos à 15 €, la feuille de salade. Fini les bistrots à 10 €, le demi-verre de limonade. Mais si la surconsommation te manque plus que tout, j'ai un remède plus efficace que dit Raoult. La positive attitude, la positive attitude, positive attitude, la positive attitude, uniquement l'attitude positive. Au Covid, vaut mieux être négatif. Restez chez vous, chez vous, chez vous, chez vous. C'est moins de cons sur les routes partout. La positive attitude, on va pouvoir enfin caricaturer sans risquer de se faire buter par un taré. C'est le coronavirus que les fous d'Allah ferait mieux de décapiter. Enfin un geste barrière sympa. Si ta vie est aussi dégueu qu'un Babybel, j'ai trouvé un remède pour la rendre plus belle. La positive attitude, la positive attitude, positive attitude, positive attitude. La tête haute, la tête haute. Quand on a la chance d'avoir encore une tête. Sinon check du pied, check du pied, check du pied, check du pied. C'est toujours mieux que la bise à mémé. La positive attitude, la positive attitude, positive attitude, positive attitude. Confinement Akbar. Voilà. Merci Frédéric Fromet. Ça fait du bien du Laurie, ça fait du bien. Et vous n'êtes pas facilité la tâche avec ce morceau, hein, c'est vrai. Bon, en tout cas, nous on pense quand même à tous ces petits commerces, même si la feuille de salade est à 10 €, qui sont bien maris. On est tous de tout cœur solidaires avec eux, bien sûr. Merci beaucoup Evelyne Delia. Ça a été un grand plaisir. Mais oui, pour nous aussi. On vous retrouve lundi alors. Éclairci avec Evelyne. Avant et après les journaux, on vous retrouve 5 fois par jour, je pense, c'est ça au moins. 3 fois. 3 fois, Pierre. On en veut plus. LCI, Et sur LCI, bien sûr. Je passe d'une chaîne à l'autre pour vous Chef retrouver. du service météo de TF1, Evelyne Delia. Et merci à toute l'équipe de Par Jupiter, où que vous soyez en distanciel ou ailleurs. Merci à Fabrice Rivaud, Mathias Volant et Sarah Masson, assistés de Camille Aimé, notre stagiaire. François Audouin réalise et masterise beaucoup les sons. Ramzi Assadi à la rédaction en chef d'orchestre, champion du Tetris. Il règne sur le planning de l'émission. Djoubaka à la programmation musicale. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont et Loïc Frapsos, avec à la technique vidéo Dominique Philippot. Et je vous signale la diffusion du documentaire de Guillaume Meurice sur les débuts du Café de la Gare. Ça s'appelle « C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent ». Demain à 22h25 sur France 5. Disponible dès ce soir à 20h sur le site de France Inter. À lundi, nous recevrons... on ne sait pas très bien parce qu'il va falloir s'adapter au confinement. C'est peut-être Evelyne Delia, vous étiez peut-être la dernière, on ne sait pas. Il y a du suspense.
suspense. J'en peux plus de moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. Dans son nouveau roman, Metin Arditi nous conte l'histoire de Rachel.